Applications et terminaux de lecture numérique, quoi de neuf? Bonjour à tous, merci à celles et ceux qui sont encore restés parmi nous. On va essayer de ne pas vous perdre dans cette dernière table ronde. Et donc pour cela, sur le sujet des applications et des appareils de lecture, je suis entouré donc de Laurent Lemeur, donc directeur technique de l'EDR Lab, que je pense bon nombre d'entre vous connaissent, de Alexandra Lobier de Vivlio, le pure player du livre numérique français, et de Nicolas Mazard d'Acapella Group, qui va nous parler de leur solution de synthèse vocale. Alors, applications de lecture, terminaux, appareils. Autour de ces questions, finalement, on va beaucoup parler d'usage de lecture, quelle est la fluidité de ces usages de lecture, comment est-ce qu'on atteint cette fluidité en utilisant des standards ou des écosystèmes propriétaires. Et donc, pour démarrer, on va peut-être prendre le point de vue de Vivlio, en tant que donc, opérateur pour un grand nombre d'enseignes en France. Comment est-ce que vous assurez cette fluidité des usages de lecture pour les clients, finalement, de vos enseignes ? Alors en fait, pour nous, il est vraiment très très important de répondre à un besoin qui est que la lecture numérique, elle doit être aussi facile et accessible que la lecture papier. Et donc, bien entendu, quand on voit effectivement ce qu'il en est aujourd'hui, on voit qu'après la pandémie, on a 1 million de lecteurs numériques de plus, ce qui est assez énorme, parce que maintenant, il y a 25% de la population française qui lit en numérique. Et du coup, pour nous, il est vraiment important qu'ils puissent très facilement accéder à leurs livres numériques. Donc, c'est ce qu'on voit là actuellement sur l'écran. C'est-à-dire que quel que soit le support sur lequel vous lisez, la liseuse, le smartphone, l'ordinateur, vous puissiez y accéder très facilement. Et en plus, pour nous, il est vraiment important que cette lecture numérique à la française, elle soit au niveau de ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Donc on a tout un département recherche et développement qui travaille chaque jour effectivement à améliorer ces différents éléments. Parce que les lecteurs numériques, c'est des lecteurs pas exactement les mêmes que les lecteurs papier, c'est des lecteurs qui ont l'habitude de se servir de smartphones, d'interfaces qui vont vite, et ils sont habitués à avoir quelque chose de très fluide. Donc c'est vraiment important pour nous, en continu, de pouvoir leur proposer des améliorations de manière à ce que la lecture soit la plus fluide et la plus facile possible. Parce que finalement, quand vous lisez en livre papier, vous l'attrapez, vous le lisez, vous ne vous posez pas de questions. Le but, c'est que vraiment la lecture numérique, elle atteigne cette même simplicité. Donc en fait, finalement, vous êtes un peu comme les grands écosystèmes qu'on connaît, que ce soit Amazon, Kobo, pour ne pas les citer, d'un point de vue fluidité de l'expérience utilisateur. C'est ça votre cible? C'est notre cible, c'est bientôt ce qu'on va atteindre, j'en suis certaine. Et même après, c'est même aller encore plus loin, parce qu'après, on va parler de l'audio, on va parler de plein de choses. Et il y a toujours des nouveaux moyens de consommation. On peut parler des choses comme le manga, comme la BD, où actuellement, la lecture numérique, c'est pas ce qui est le plus développé. Et pourtant, il y a un véritable public, on le sait, les 15-24 ans viennent de plus en plus vers la lecture numérique. Donc c'est vraiment continuer tous les jours à adresser tous les publics, tous les marchés, comme l'accessibilité, ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est important pour nous aussi, dans nos applications, d'être en mesure de proposer des modes de lecture pour l'accessibilité de manière simple et d'accompagner effectivement tous les travaux qui sont faits sur le sujet. Ok, merci beaucoup. Donc on voit du point de vue d'un acteur où toute la chaîne est finalement intégrée, les applications, c'est vous qui les développez, les appareils de lecture également. Et alors, du point de vue de DR Lab, par exemple, lorsqu'on n'a pas la possibilité d'être dans le cadre d'un écosystème vertical de ce type-là, comment est-ce que finalement on peut fonctionner pour atteindre cette fluidité dans les usages? Eh bien, on fonctionne par l'utilisation de standards, évidemment. Donc Vivlio utilise des standards. Donc ça, c'est très bien. D'autres en utilisent beaucoup moins, surtout des gros Américains. Et donc, des standards, il y en a pour tous les goûts. C'est ce qu'on adore dedans, d'ailleurs. Donc, sur les contenus textuels, on a un standard dont on a parlé toute la journée qui s'appelle EPUB 3. Je vais en parler très rapidement ensuite. Sur le côté audiobook, livre audio, on a aussi un standard qui est né l'an dernier. Sur le côté narration visuelle, donc bande dessinée, manga, webtoon, etc., on a aussi quelque chose qui est incubé en ce moment et qui pourrait devenir un standard. Donc, sur les différents types de contenus, déjà, on a des standards. Sur la manière d'accéder à un catalogue, puisque depuis des applications propriétaires, on arrive à accéder à un catalogue de contenu et le choisir à l'intérieur du catalogue. Là aussi, on a des standards. On a un standard qui s'appelle OPDS. Et dans le domaine des bibliothèques numériques de prêt en France, via Dilicom, on a aussi quelque chose qui s'appelle API App, qui permet aussi d'accéder à une liste de lecture depuis une application.
Donc pour accéder à un catalogue, on a quelque chose. Et pour protéger des livres numériques, là où les grosses plateformes ont leur DRM propriétaire, on a aussi un standard qui s'appelle LCP, qui est maintenant à une spécification ISO. Donc à tous les étages de la distribution numérique, aujourd'hui, on a le nécessaire. C'est la seule façon de rendre une chaîne interopérable, c'est le mot qu'on utilise toujours, dans un monde totalement multipolaire, où la personne qui fait le livre, l'éditeur, n'est pas la même que celui qui fait la plateforme de vente, qui n'est pas la même que celui qui fait le logiciel de lecture, ni celui qui fait la solution de protection. Très bien. Et donc, pour ce qui concerne Acapela Group, on en a beaucoup parlé ce matin, on a parlé beaucoup d'accessibilité. On voit bien que dans les usages de lecture, l'accessibilité, ça va devenir un élément prépondérant pour que cette fluidité des usages, elle soit également là pour les personnes empêchées de lire et pour les personnes qui veulent, par exemple, utiliser une synthèse vocale au moment de lire leur ouvrage, leur roman, par exemple, en numérique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des travaux d'Acapela Group sur le sujet et comment vous intervenez sur en partenariat notamment avec des associations, comme je crois l'association Valentin Huys. Oui, effectivement, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, nous, en fait, l'accessibilité, ça fait longtemps qu'on y travaille avec la voix de synthèse. Partenariat avec l'AVH, avec BrailleNet, avec la Ligue Braille et d'autres. Ça fait plus de 10 ans. Donc, la voix, ça a toujours été un support, un véhicule pour pouvoir, pour personnes malvoyantes, aveugles, de pouvoir accéder à l'information. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, effectivement, l'audio, c'est le dernier maillon de la chaîne et souvent, on juge la qualité. Et jusqu'à présent, la qualité de la voix de synthèse, c'était une qualité qui permettait à ces personnes-là d'accéder à l'information. Mais maintenant, on va aller un peu plus loin. On va aller sur la prochaine étape qui est un petit peu l'acceptance par tout le monde. Et donc, ça va passer par un niveau de qualité qui va être supérieur. Et là, on se raccroche un petit peu au sujet du jour, c'est comment améliorer cette qualité avec l'intelligence artificielle. Et donc, donc on voit que la fluidité des usages, c'est clé. On va parler un peu des nouveautés en termes d'applications, d'appareils de lecture, de voix de synthèse. Et on va voir comment ces nouveautés elles peuvent améliorer cet usage et donner une fluidité plus grande. Donc peut-être en commençant par l'EDR Lab. Donc on a quelques grands projets qui nous viennent en tête lorsqu'on parle de l'EDR Lab. On a bien sûr le logiciel Thorium, qui est un des premiers logiciels à être compatible avec à la fois l'EPUB 3, le format DAISY, la DRM LCP. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du logiciel Thorium et de l'avancement de son développement? Et peut-être dans un deuxième temps, parler du projet Lis mon livre. Donc, à propos de ce logiciel de lecture qui s'appelle Thorium, ce qui ressort déjà, c'est que quand on parle de nouveautés dans le domaine de la lecture, il y a une chose qui apparaît, c'est l'irruption de l'audio par le livre audio. Et la deuxième chose qui apparaît, c'est l'irruption de l'accessibilité. Donc, ce logiciel Thorium, on essaye de traiter les deux. Et encore plein d'autres choses, puisqu'on est très présomptueux, on aimerait en faire un logiciel dit universel, c'est-à-dire qui traite différents types de contenus, différentes langues, différentes manières d'accéder au même contenu, enfin qui satisfassent un peu tout le monde. Alors je vais traiter rapidement d'abord de l'audio. Donc on a rajouté dans Thorium dernièrement le support de livre audio dans le format standardisé par le W3C qui s'appelle Audiobooks, qui est un standard qui permet d'empacter un livre audio dans un fichier zip avec une couverture, une table des matières, et puis de le passer dans un logiciel de lecture où on va pouvoir le traiter exactement comme on traite un livre en EPUB, c'est-à-dire en mettant des signets, pourquoi pas des annotations. Donc traiter le livre audio comme on traite le livre textuel. Bien. On a aussi beaucoup travaillé sur l'accessibilité donc dans Thorium depuis le début, puisque une grande partie du public de ce logiciel, c'est un public empêché de lire. Pour aider ce public à s'accaparer un logiciel qui traite au départ de l'EPUB 3, et on a dit tout à l'heure que le public empêché de lire avait pas une réticence, mais n'était pas habitué à utiliser un fichier EPUB 3, ils sont habitués à utiliser un autre type de format qui s'appelle DAISY. Donc, on a doté notre logiciel de la lecture DAISY. Donc, aujourd'hui, dans la version existante, on gère un type de DAISY qui s'appelle le DAISY 3. Dans la version qui sort dans 2 semaines à peu près,
on utilise aussi, on sait gérer le DAISY 2 qui est le plus répandu aujourd'hui. Donc on va avoir avec ça un logiciel qui lit de l'EPUB, qui lit, pendant qu'on y était, on a mis le PDF pour certains usages, le DAISY, les livres audio et les narrations visuelles dans le format qu'on est en train d'incuber qui s'appelle Divina. Donc on a un tout en un, multilangue, 16 langues actuellement, on en rajoute une dans la nouvelle version, et les langues peuvent s'ajouter très facilement. Donc on a un tout en un. Bon, ça c'est déjà quelque chose. De plus, comme on veut améliorer l'expérience de lecture et donc permettre à quelqu'un d'accéder à un catalogue de livres et de choisir son livre et de le télécharger depuis l'interface de lecture, on a intégré ce qu'on appelle les flux OPDS. Bon. Donc là, j'ai mis quelques slides pour montrer quelle est l'expérience utilisateur qu'on peut avoir quand on intègre des flux OPDS dans un logiciel comme ça. Et vous allez voir que on obtient exactement la même chose que si on avait un système propriétaire, finalement, de bas en haut. Donc là, sur la slide, vous avez une série de flux OPDS qui sont configurés dans notre logiciel. C'est en appuyant, normalement, la slide suivante. Peut-être celui-là. Voilà. Ici, je suis rentré dans un flux OPDS. Donc, je vois des sélections, je vois des couvertures, je navigue exactement comme sur un site portail web. Ici, je suis dans une bibliothèque de prêt qui s'appelle Lirtuel, qui est en Belgique. Je passe au suivant. Donc, vous voyez que j'ai des tris, des sélections. Je peux chercher dans mon catalogue comme si je cherchais sur un système puissant. Enfin, il est puissant puisque c'est le serveur qui est puissant là. Donc, grâce à mes flux OPDS, je récupère toutes ces informations, je les affiche. Je choisis un livre. Vous voyez en bas à gauche, je peux aller sur la page d'emprunt. Si je veux emprunter, il faut que je m'authentifie. Donc là, j'ai une petite pop-up pour m'authentifier. Chez Lirtuel, je m'authentifie. Maintenant, le nom en bas à gauche a changé. Je peux importer mon EPUB. J'importe mon EPUB. Ah, il était protégé par LCP puisque c'est un livre en prêt. Je rentre mon mot de passe et je lis. Ça y est, c'est fini. Donc, ça, les grandes plateformes propriétaires n'offrent pas vraiment mieux, finalement, comme expérience utilisateur. Donc, c'est exactement ce qu'on cherche à produire à coût de standard, parce que là, on n'utilise que des standards. Donc, Vivio utilise également. Et peut-être une remarque, c'est un peu un usage qui peut paraître anecdotique par rapport à ce qu'on voit en termes de navigation, de choix des contenus, de lecture multiformat. Mais on a généralement essayé de faire passer le message d'utiliser Thorium au sein des maisons d'édition, également pour tester les ouvrages. Tout à fait. Alors, jusqu'ici, les maisons d'édition ont utilisé soit le logiciel iBooks, un livre de Apple, pour les plateformes Mac, qui est en effet un très bon logiciel de lecture d'EPUB 3, soit le logiciel ADE d'Adobe, et qui est ce qu'il est. Donc, on commence à voir de gros groupes d'édition, en effet, qui ont choisi Thorium à la place de ADE, et qui testent leurs EPUB sur livres de Apple, toujours, et sur Thorium. Et donc, on a des demandes d'évolution, d'ailleurs, de maisons d'édition qui aimeraient, qui nous proposent des évolutions sur notre logiciel pour être mieux adaptés à leur propre usage de test. Alors, il faut savoir que c'est un logiciel, bien sûr, j'ai oublié de le dire, qui est gratuit, dont le source est complètement ouvert, donc c'est de l'open source pur, aucun tracker à l'intérieur, et donc nous sommes à l'écoute de bonnes idées pour l'améliorer, et de budget pour le faire évoluer également. Et peut-être une remarque, moi je crois même qu'on peut le télécharger sur le Windows Store sans rien installer, quoi. On avait fait le test nous en interne. Oui. Il n'y a même pas besoin de créer de compte, quoi que ce soit, et ça peut être tout à fait installé de façon massive. Tout à fait, ouais. Sur un grand nombre de postes dans des environnements protégés professionnels, quoi. Tout à fait, maintenant, tout à fait professionnel, et on a fait en sorte qu'il n'y ait même plus de petits warnings disant vous le chargez depuis un éditeur inconnu. Enfin, on a fait tout le petit nécessaire pour que ce soit un logiciel tout à fait professionnel qui fonctionne sous Windows, sur Mac et sur Linux. 3 plateformes avec la DRM-LCP à l'intérieur. Ouais. Voilà, donc le message, c'est n'hésitez pas à le télécharger, à l'utiliser, à le tester. Et est-ce que c'est le moment de nous faire aussi une démo de la synthèse vocale depuis Thorium ? J'ai un bouton... alors, bien sûr, je voulais vous faire voir ce qu'est une synthèse vocale machine. Donc là, on est sur un Mac. Ça n'a pas du tout la qualité qu'aurait une voix a cappella. C'est la voix système.
Donc là, on est sur ça sera la voix de synthèse de l'appareil, ça ne sera pas celle de Thorium. Elle reste encore légèrement mécanique, mais déjà pour quelqu'un qui est empêché de lire, c'est déjà, c'est ce qu'on appelle le TTS, c'est déjà relativement efficace. Bien sûr, les personnes aveugles, en général, ont un système dédié qui va être également capable de lire le contenu de la page, mais qui va lui offrir une meilleure voix. Bon, alors c'est l'effet démo, mais on espère qu'on ne va pas avoir le même souci pour la démo côté a cappella. Attends, mais je vais juste essayer un truc. Oui. Cible son, sélection, lecture, recherche. Que voulez-vous faire? Sélection. Ah non, c'est pas le... Ça, c'est autre chose. Ah ben non, je ne l'ai pas là. Oh, désolé. C'est pas grave. Mais ça fait une bonne transition pour... Donc là, on était sur une voix de synthèse issue de la machine avec un logiciel qui est pas non plus, dont c'est pas le but premier. Est-ce que du côté des voix de synthèse, on parle de l'évolution des logiciels de lecture, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations ces dernières années? Et qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur, depuis tous les travaux d'Acapella Group sur cette synthèse vocale? Alors, des évolutions, il y en a eu énormément. Donc, on parle d'IA. L'IA, pour nous, ça fait 30 ans qu'on en fait. L'IA, le but, c'est de reproduire un petit peu l'humain. On le fait au travers de la voix. Et jusqu'à présent, on a évolué les ruptures technologiques. On est encore sur ce qu'on peut entendre sur les machines, ce qu'on appelle une technologie un petit peu sélection d'unités. Donc, j'ai un slide notamment que je vais vous présenter. Le but, c'est pas le visuel, c'est plutôt l'audio, de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais surtout, le bénéfice, et c'est pourquoi je suis invité aujourd'hui, c'est que l'IA, ce qu'on appelle chez nous le Voice AI, cette nouvelle technologie permet vraiment d'améliorer la voix. Dans ma vie par un matin d'été ensoleillé, et qui dès lors ne m'a plus quitté, malgré le vif désir que j'ai parfois éprouvé d'en être libérée. Son nom, Catherine Dior. Elle a surgi alors que je déambulais c'est dans le la jardin version de la Thorium, Côte c'est ça? Noire, l'élégant château de son frère Christian, niché dans les collines de l'arrière-pays grassois. Elle... Donc on voit que c'est quand même assez mécanique, quoi. Alors, donc ça, c'est pas une voix a cappella, donc on va y venir pour les voix a cappella. Donc en fait, ce que j'indiquais, c'est que vous allez voir, là on fait un petit peu retour vers le futur, enfin on revient dans le passé pour aller vers le futur, c'est que j'évolue un peu depuis ces 30 dernières années sur différentes ruptures technologiques jusqu'à ce qu'on sait faire aujourd'hui, ce qui a été publié il y a à peu près 2-3 mois, ce qu'on appelle le Voice AI. Donc je vais essayer de vous jouer un petit peu les samples. Il faut toujours garder à l'esprit que le but, alors là c'est en anglais, mais n'essayez pas de comprendre, mais c'est très simple, surtout la qualité. Le but au départ, c'est de rendre accessible toutes les plateformes. Donc c'est ça le but initial de la synthèse. Multilingual demonstration of text-to-speech synthesis. Ça, c'est ce qu'on entendait il y a 30 ans, ce qu'on appelle le format TTS. Un peu mieux, mais pas beaucoup mieux, 20 ans en arrière. Multilingual demonstration of text-to-speech synthesis. Donc là, une technologie d'iPhone. Et là, ce que je vous allez entendre, c'est ce que l'on retrouve en général un peu partout. Donc Charles de Gaulle dans l'aérogare, par exemple, cette voix un petit peu... Enfin, souvent on la critique parce que c'est un petit peu robotique entre les deux. Dans le tram, un peu partout. C'est la voix qu'on appelle sélection d'unité. Multilingual demonstration of speech synthesis. Alors en anglais, ça sonne un peu mieux. Mais vous allez voir un petit peu l'évolution, sachant que sur la période 2005-2015, ce qu'on a cherché à faire, c'est un petit peu étoffer le portefeuille et faire de la diversité. Parce que là, il n'y a pas que la qualité, il y a aussi la diversité. C'est-à-dire qu'on veut des voix enfants, on veut des voix afro-américaines et autres. C'est un petit peu le but pendant ces 10 dernières années, avant de migrer vers la Voice AI. Multilingual demonstration of speech synthesis. This is a multilingual demonstration of speech synthesis. Voix d'enfant. This is a multilingual demonstration of text-to-speech synthesis. Et ça, c'est la dernière qualité que l'on peut entendre aujourd'hui, ce qu'on appelle la Voice AI. Donc en fait, ce qui s'est passé, comment on a progressé, il y a deux choses. Il y a déjà, ce qu'on a un petit peu capitalisé sur le marché, tous ces partenariats avec les organismes tels que la VH et autres, c'est que toute la technologie qu'on utilise depuis ces dernières années, on a cherché à l'améliorer, de par les retours marché utilisateurs, les expériences utilisateurs, parce que pour eux, en fait, l'édition, ça fait longtemps qu'ils l'exploitent avec la voix de synthèse, et ils nous font des commentaires sur des problèmes de prononciation et autres. Donc déjà, ça, c'est une première étape pour améliorer la qualité, première chose. Et puis derrière, toutes ces 30 dernières années, on a un petit peu constitué une base audio. On a exploité ça pour faire un peu ce qu'on appelle la Voice AI, capitaliser sur l'audio pour créer en fait ces nouvelles voix intelligentes où le principe c'est qu'on va reproduire une voix qui n'a pas d'accroche,
d'artefacts qu'on peut entendre souvent, qui est très fluide, avec dans l'optique, dans un futur très proche, d'améliorer un petit peu cet aspect émotion, différents niveaux d'émotion, c'est ce qui nous manque. Mais on est aujourd'hui sur des voix qui sont vraiment très proches des voix humaines. Sur le slide suivant, je pense que j'ai un comparatif en français pour le coup entre la sélection d'unités, donc en gros 2008, et ce qu'on sait faire aujourd'hui. Encore une fois, ça a été produit il y a quelques mois. C'est sorti l'été, juin 2021. Donc premier fichier, sélection d'unités. Pour la liberté de publier de l'Union internationale des éditeurs, UI a sélectionné la maison d'édition libanaise Dar Al-Jadid pour recevoir le prix Voltaire 2021. Donc là, c'est de l'enregistrement humain, mais on sent un petit peu les accroches. On reconnaît cette voix. Pour les puristes, personnes malvoyantes ou aveugles, ils savent la nommer, Julie ou Claire, c'est les voix que l'on connaît depuis longtemps. Et là, les voix de nouvelle génération. Pour la liberté de publier de l'Union internationale des éditeurs, UIE, a sélectionné la maison d'édition libanaise Dar Al-Jadid pour recevoir le prix Voltaire 2021. Et pour le coup, j'aurais dû l'indiquer, là j'ai pris un petit extrait du site SNE sans rien retoucher, donc une production pure, parce que souvent on peut un petit peu jouer entre les lignes, retoucher le dictionnaire, là on est vraiment sur la production directe, donc on peut encore optimiser ça avec des dictionnaires, c'est aussi le principe d'amélioration. Et je pense qu'il y a un autre sample. Pour la liberté de publier de l'Union internationale des éditeurs, UIE a sélectionné la maison d'édition libanaise Dar Al-Jadid pour recevoir le prix Voltaire 2021. Voilà, donc là, les deux derniers, c'était deux speakerings différentes, une voix qui s'appelle Margot et Manon, mais en version intelligence artificielle. Et on voit qu'il y a eu une nette amélioration là, sur ces dernières années, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Est-ce qu'on peut faire le lien avec ce qui a été évoqué dans une des tables rondes de ce matin, là, de l'amélioration sur la partie traduction finalement? Est-ce que c'est les mêmes mécanismes qui sont en place derrière? C'est exactement la même chose en fait. On s'appuie sur du réseau profond, du DNN, Deep Neural Network. Et en fait le principe c'est que, et c'est ce qu'il disait ce matin, c'est qu'il faut avoir de la bonne matière au départ parce que c'est aussi ce qu'on a, sur quoi, comme je disais, on a 30 ans d'expérience. Tous ces audios, on les a revus, retranscrits. On a corrigé, donc on a une base qui est très propre. Et quand on crée une nouvelle voix dans ces versions-là, on sait en fait entraîner le modèle d'une façon très propre. On est très peu surpris. Alors c'est quand même contrôlé, puisqu'il y avait justement cet aspect ce matin de contrôler ou pas la production. On contrôle quand même les choses, mais c'est ce qui permet effectivement d'avoir une qualité que l'on entend aujourd'hui. Et là, on travaille très clairement aujourd'hui sur des nouveaux modèles qui seront les modèles probablement en 2025, mais aussi avec l'aspect émotion. C'est ce qui nous manque aujourd'hui dans la synthèse. Mais point de vue fluidité, qualité intrinsèque, on a vraiment fait un gap depuis, on va dire, les 10 dernières années. Et du coup, vous, chez Acapella Group, vous produisez les voix. Et avec quel type de constructeurs, d'acteurs vous travaillez finalement? Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver les voix Alors les voix, je pense qu'il y a beaucoup qui vont s'en apercevoir. On les entend dans le tram, dans le métro, mais également au quotidien, on peut les entendre. Donc la VH produit tous ces livres en fait audio qui sont mis à disposition des aveugles sur leur plateforme EOL. Pour le coup, c'est un exemple. On le retrouve aussi dans des liseuses qui sont aussi adaptées pour les personnes malvoyantes ou aveugles, des partenariats avec Humanware, qui est une société canadienne. Ça, c'est un exemple encore. Et on essaie aussi justement de s'ouvrir un petit peu. C'était déjà le cas dans le passé avec plutôt un marché industriel, de créer des voix un petit peu des voix de société. On essaie d'ouvrir maintenant un peu plus sur ce marché éditique, publishing, au travers, on espère, de cette technologie-là, parce que, comme je l'indiquais, il y a 10 ans, on a eu discuté avec ces acteurs-là. La technologie n'était pas prête. On avait les plateformes parce qu'il y avait un petit peu l'émission des iPhones, des iPads, il y avait un petit peu ce monde connecté. Donc ils s'y sont intéressés. Donc je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une maturité qui fait que prochainement, j'espère bien voir la voix de synthèse un peu partout à disposition du mass market, comme on dit. Ce qui fait une belle transition avec peut-être les liseuses côté Vivlio, puisque je crois qu'il y a déjà des voix de synthèse, ils se trouvent dans vos liseuses. Tout à fait, on a déjà le TTS, le text-to-speech dans les liseuses. Donc effectivement, vous pouvez déjà écouter vos livres sur les liseuses, mais là où je rejoins effectivement Nicolas, c'est que c'est une première version d'un text-to-speech avec des voix qui sont très connues et très codifiées, où on n'a pas encore la fluidité et l'émotion, je pense, qu'il est nécessaire d'avoir. Mais même au-delà de ça, ce qu'on cherche à faire de façon plus générale, c'est de mettre en place le text-to-speech, pas uniquement sur la liseuse, mais aussi sur la plateforme de lecture en ligne et également sur l'application mobile et tablette. Parce qu'on pense que c'est un des axes aussi de développement, puisqu'on est en train de mettre en place tout notre écosystème, tout relié à un cloud, pour qu'on puisse, par exemple, dans un deuxième temps, relier ça à des acteurs de type Alexa ou Google, et effectivement pouvoir se permettre de dire à son Alexa
et là c'est nos amis d'Amazon, mais ne serait-ce que Google, est-ce que tu peux me lire mon livre dans telle bibliothèque, et que ça lance la lecture. Et ça, c'est un gros axe de développement, mais ça veut dire qu'avant tout, il faut qu'on mette en place tout ce qui tourne autour du cloud, qui est vraiment quelque chose de central chez Viblio actuellement, puisque tout notre écosystème de lecture et d'achat, etc., est connecté au cloud qu'on a lancé et qu'on continue à améliorer chaque jour. Pourquoi ? Parce que grâce au baromètre, par exemple, du SNE, on sait que les gens lisent à plus de 40% sur leur mobile, mais aussi, on sait aussi qu'ils sont équipés à 1,4 équipements, enfin de device. Ce qui veut dire qu'ils lisent sur mobile, certes, mais ils vont aussi lire sur liseuse et ou sur ordinateur et ou sur tablette. Et du coup, il est très important pour nous de mettre en place un véritable écosystème interconnecté. Donc en termes de nouveautés, ça veut dire que maintenant que vous lisiez, vous pouvez continuer votre lecture d'un terminal à un autre, c'est-à-dire que vous le commencez ce matin dans la liseuse et dans le train, vous voulez lire la suite de votre livre, pas de problème, vous ouvrez votre application, vous avez la suite de votre livre et ainsi de suite. Ça veut dire aussi que ça fonctionne pour l'audio, ça veut dire aussi que ça nous permet de développer des choses comme le CarPlay ou l'Android Car, si mes souvenirs sont bons, où on peut en effet commencer à développer grandement l'audio et le mettre à disposition de tout le monde, que ce soit par exemple à la maison en le lançant sur une enceinte ou dans la voiture et ainsi de suite. Alors, je vais vous lancer une petite vidéo pour changer un peu, si ça se lance. Jenny aimait lire, au-delà du raisonnable, estimait-elle parfois. Il n'y a pas l'image. J'appuie plus sur rien. Hein ? Ah. Jenny aimait lire, au-delà du raisonnable, estimait-elle parfois. Elle éclusait les livres comme certains les godaient à la taverne, buvant l'encre jusqu'à s'en faire des kaléidoscopes d'histoire dans la cervelle. Et lorsque ses pupilles se relevaient, brusquement attirées par un craquement suspect près de la rive, deux paysages se superposaient durant un bref instant. Celui de ses romans et son propre jardin, sans qu'elle sache très bien ce qui était réel. La bibliothèque de Carson Mills avait déjà rendu les armes face à cette boulimique insatiable. Et Jenny s'était tournée vers la grande mecque des lecteurs compulsifs. Internet. C'était moins cher, plus rapide, et l'oblige... La lumière, chérie, éteins, s'il te plaît. C'était moins cher, plus rapide, et l'obligeait à mettre son nez dans des romans qu'elle n'aurait jamais osé découvrir. Oui, donc on voit bien le côté multi-support, effectivement. Et exactement. Et ça, c'est pour la version lecture EPUB, e-book, mais il y a exactement le même type de comportement sur de l'audio, où vous pouvez voir des gens qui vont faire leur running le matin, commencent à écouter un audio, prennent la voiture, écoutent la suite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que vraiment le cloud est au cœur de toute cette stratégie pour nous et de toute l'offre qu'on propose au grand public, parce que ça répond vraiment à des habitudes plus nomades de lecture et de lecture audio. Du coup, c'est peut-être une des questions, c'est est-ce que là, dans l'exemple qu'on voit, est-ce qu'on n'est pas plutôt sur du livre audio d'ailleurs ? This is a multilingual demonstration of speech synthesis. C'est un peu ça, c'est le retour. On n'est pas plutôt sur du livre audio en termes de qualité là, que sur de la synthèse vocale, quoi. Ah, mais là c'est l'actrice Camille qui lit le livre, mais c'est pour l'illustrer, pour la vidéo. Mais après, effectivement, au niveau du text-to-speech, actuellement, on n'est pas du tout à ce niveau-là. On espère pouvoir proposer un catalogue du type de celui que vous nous avez montré très bientôt, parce que ça a une vraie valeur supplémentaire. J'ai une question d'ailleurs pour vous. Est-ce que ces nouvelles voix basées sur de l'AI, il est imaginable de les mettre dans une liseuse, parce que la puissance que ça exige, c'est une puissance serveur aujourd'hui, non ? Alors, c'est la question que je voulais éviter aujourd'hui. Donc, effectivement, aujourd'hui, donc, cette première version qui est proposée depuis juin 2021 tourne sur le serveur. Donc, c'est uniquement sur le serveur, donc on fait de la production audio. Et le challenge, c'est pour 2022, donc c'est pas non plus dans plusieurs années, c'est de pouvoir porter cette technologie-là sur de l'embarqué. On a un bon degré de confiance qu'on va y parvenir en 2022.
Donc après, il y aura la performance à estimer, etc. Mais c'est quelque chose qui est quand même réalisable, alors qu'il y a encore 2-3 ans de cela, on n'y croyait pas du tout. Donc il y a des perspectives, mais effectivement aujourd'hui, pour le coup, là, à date où je parle, c'est uniquement sur du cloud. On a parlé plusieurs fois des enceintes connectées, ce qui me refait penser au projet donc, de l'EDR Lab Lis mon livre, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est un projet intéressant qui a été conçu autour des personnes empêchées de lire, et en particulier des personnes empêchées de lire âgées. Alors les Anglais appellent ça la H-Tech. Ils ont un acronyme pour tout. Donc l'idée, c'est de permettre d'accéder à une bibliothèque de livres audio. Et là, on ne parle pas de text-to-speech. On parle d'une bibliothèque de livres audio enregistrés. Alors, ils peuvent être enregistrés en voix humaine ou enregistrés en text-to-speech avec des voix a cappella. Mais après tout, c'est quand même de l'enregistrement qui est sur un serveur. Et on va pouvoir y accéder depuis une enceinte connectée Google ou Amazon. Pour l'instant, on est très au-delà du prototype, puisqu'on est en train de s'interfacer avec notre premier partenaire sur le sujet, qui est l'AVH, et donc toute la bibliothèque EOL. Et on aura donc l'année prochaine des panels utilisateurs qui vont nous permettre d'affiner le système avant que ce soit ouvert à un public de l'AVH plus large. Donc l'année prochaine sera une année d'expérimentation. On n'envisage pas d'avoir une ouverture directe comme ça. Mais on va le porter rapidement sur les enceintes connectées Amazon également. Et donc offrir sur des appareils qui coûtent entre 50 et 100 euros pièce, quelquefois moins suivant les promos. Donc la possibilité d'avoir des commandes vocales, des interactions totalement vocales et donc en réponse à un livre audio qui vient. Alors ce qui est intéressant, c'est dans notre expérience, on a commencé il y a à peu près un an à travailler là-dessus, c'est qu'on s'est aperçu de plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà l'intelligence artificielle de ces machines, quand on veut faire en fait un chatbot vocal, c'est l'intelligence artificielle d'un poulet. C'est vraiment faible. Quand on veut lui faire comprendre ce qu'on est en train de lui demander, il faut lui donner plusieurs phrases d'exemple, ne pas se tromper dans les phrases d'exemple pour qu'il réponde correctement et qu'il ne parte pas à gauche, pas à droite. Bon. Donc il y a tout un design conversationnel à créer. Et c'est un nouveau métier, le designer conversationnel, qu'on a découvert à l'occasion. Ensuite, les technologies évoluent à une vitesse grand V. Tous les 3 mois, ils vous changent de version. Et pourtant, les systèmes de développement, même fournis par des grosses boîtes comme Google ou Amazon, ne sont pas encore parfaits, loin de là. Donc c'est un système en flux. On est encore dans la période early adopter pour l'instant. N'empêche qu'on peut aujourd'hui faire des systèmes complets avec des dialogues relativement complexes. Et donc on a l'espoir de pouvoir offrir ça à un public assez large en fin d'année 2022. Déjà donc en France avec l'AVH, au Canada avec notre second partenaire qui est CELA, donc qui est l'équivalent canadien de l'AVH, et avec un troisième partenaire que je ne peux pas encore citer aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore signé le partenariat, mais en Europe du Nord. Donc on commence à avoir un système qui va être open source lui aussi, puisqu'on fait que de l'open source bien sûr, en partenariat entre différentes associations européennes et hors Europe, le Canada, autour d'un système qui permettra aux personnes âgées d'interagir avec des livres audio sans aucune action écran, donc sans aucun geste, ce qui simplifie les choses. Et là, on est sur le format audio du W3C. On est sur quel format Non, alors là, on est sur le format audio. Alors, en fait, c'est un tout petit peu plus délicat que ça. Ces sociétés-là, ces organisations-là disposent de livres en DAISY. Et on simplifie, en fait, on a une première passe qui permet de simplifier le DAISY, d'en extraire le manifeste d'un livre audio au format donc, W3C Matineridium, mais donc un format simple. Et ce que lit en fait la machine, c'est quand même des pistes MP3 tout à fait classiques, mais avec des métadonnées qui sont faites à partir de DAISY. Et on est capable de les protéger ? Dernière question. Alors, dans le cas qui nous occupe, Lis mon livre, il n'y a pas de protection nécessaire puisqu'on est dans le domaine de l'adapté. Par contre, quand on parle de livre audio au format W3C, oui, c'est protégeable. C'est protégeable par LCP. On a fait le travail. Thorium lit des livres audio protégés par LCP. Toute la chaîne est en place. En fait, maintenant, c'est une technologie qui est offerte en production. C'est servez-vous, messieurs les éditeurs.
Ok, donc on a parlé beaucoup de la voix, des enceintes vocales, des liseuses un petit peu. Est-ce que aussi sur la partie application mobile, finalement, côté Vivlio, il y a des choses en particulier à annoncer, voilà, sur les derniers développements? Je sais que ça fait partie de vos priorités pour avoir cet écosystème toujours un peu complet. On a sorti la toute première version donc, au début de l'année 2021, en janvier, où effectivement vous avez déjà la lecture e-book, audiobook, et on a même un onglet illustré, ce qui nous permet vraiment d'avoir 3 accès au type de livre. En fait, comme tout le monde, on a pris un peu de retard parce qu'il a fallu retirer les stores et ainsi de suite de l'application, puisque Google et Apple se sont mis d'accord pour être sûr qu'on ne pourrait plus vendre via les applications. Mais on continue à travailler dessus. Il y a la lecture PDF qui est maintenant prise en charge. Il y a les notes et bookmarks qui arrivent. En fait, il y a des sorties régulières, des mises à jour régulières tous les 2 mois sur l'application avec des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. D'accord, donc on peut dire que vous avez vraiment un écosystème finalement maintenant complètement complet sur l'ensemble des appareils sur lesquels les gens peuvent avoir envie de lire leur e-book ou d'écouter leur livre audio, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je pense que ça donne envie d'aller écouter des livres audio sur les enceintes connectées Lis mon livre et de se connecter sur Vivlio avec peut-être une voix a cappella un jour. Prochain, très certainement, oui. On l'espère tous pour le marché. Est-ce que vous avez un autre élément que vous souhaitiez préciser sur le domaine des nouveautés, sur les apps et applications de lecture? Oui, je voulais juste rajouter quelque chose du côté un côté dont on n'a pas encore parlé, c'est les kits de développement Ridium. Ils avancent aussi. C'est-à-dire que du côté mobile, à terme ce sera du côté web aussi, mais du côté mobile, il faut vraiment noter qu'aujourd'hui, n'importe quel développeur mobile senior peut faire son application mobile de lecture du moment qu'il peut prendre le code open source offert par la communauté Ridium sur iOS, sur Android. À partir de ça, il peut faire une application accessible qui peut lire des EPUB 3, des livres audio et plus PDF, etc. L'application accessible en mobile, on commence à en voir. On a des applications basées sur Ridium qui sont très largement accessibles, qui le deviendront encore plus. On ne peut pas dire à un moment donné on est 100% accessible. On ne le sait pas. Il y a toujours de temps en temps quelqu'un qui vous rappelle qu'on a fait une petite faute quelque part. On la corrige. Mais donc qui sont hautement accessibles, c'est en train de venir. Donc on est aussi confiant qu'en 2025, on aura tout un ensemble d'applications mobiles accessibles, comme on a des applications desktop accessibles, et on aura aussi bien sûr des applications web accessibles. Ok, ça donne envie. Je ne sais pas si on a des questions, Tiffaine, de la part du public. Alors, 2 questions d'Adrien Gardeur pour Acapella. Qu'en est-il des questions d'alignement automatique texte-audio? Est-ce que vous produisez aussi des EPUB avec Media Overlay? Et deuxième question qui est un peu la suite, est-ce que pour le text-to-speech, on parle d'une génération en temps réel pour les voix nouvelle génération, ou faut-il être connecté, ou peut-on utiliser des modèles tournant hors ligne? Alors pour la dernière question, non, il ne faudra pas être connecté. Pour l'instant, il faut être connecté en cloud, mais donc 2022, l'horizon, il ne faudra pas être connecté. Le principe, c'est justement que ça tourne offline, comme on sait faire aujourd'hui, mais avec les voix, on va dire, maintenant d'anciennes générations, qui sont toujours utilisées. Mais donc ce sera toujours offline et il n'y aura pas besoin d'être connecté. Justement, c'est l'intérêt, parce que si vous êtes dans le métro, que vous avez un problème, pas d'Internet, il faut pouvoir lire. Donc c'est justement l'idée. Et la première question, c'était est-ce qu'on produit les contenus, c'est ça? Des EPUB Media Overlay, mais... Non, pas du tout. Donc on fait le composant, nous on est vraiment... Acapella est toujours vu un petit peu comme le composant technologique qu'on implémente dans une solution. Donc on a des solutions d'API en ligne pour s'intégrer par nos partenaires, mais nous on ne produit rien, on n'a pas ce niveau avancé de production. Merci. Une deuxième question sur la plateforme et ensuite je passerai la parole à Anne. Bonjour, quelle conversation imaginez-vous dans le cadre de Lis mon livre? Échange entre le lecteur et l'enceinte connectée au-delà de Lis mon livre? Merci. Alors les interactions au début vont être très simples. Donc d'abord il faut se présenter, donc s'authentifier. Ça se fait une fois. On ne peut pas s'authentifier vocalement. Donc il y a un moment, il y a une passe à un endroit où on doit avoir un aidant si on est aveugle, ou être capable de manipuler un smartphone avec VoiceOver ou TalkBack, mais quelque chose qui permet de rentrer un identifiant et un mot de passe chez AVH. Bon. Une fois que c'est fait,
on sera reconnu à chaque fois qu'on dit à la machine je veux parler à nom de l'application. À partir de là, on a quelques commandes simples du genre quelles sont les sélections que tu me proposes, puisqu'il va y avoir un énorme effort pour pré-mâcher des sélections éditoriales pour éviter de lancer la seconde requête possible qui est recherche. Parce que rechercher un titre et un auteur dans 40 000 livres numériques en voix humaine, c'est toujours un peu délicat, ça risque de déraper un petit peu. Mais n'empêche que c'est possible, puisque si le serveur a un très bon moteur de recherche, et l'AVH a un très bon moteur de recherche, il peut remonter des choses pertinentes avec le nom, un titre, et si possible un auteur. Bien. La machine va vous proposer des titres, en cas de sélection, enfin quand on a demandé une sélection ou quand on a fait une recherche, des titres, on va dire numéro 1, numéro 2, donc il va faire des petits lots de 5 pour simplifier les choses. Donc on donne le numéro de ce qu'on veut entendre et la lecture démarre. À partir de là, on peut faire les pauses, plus fort, moins fort, les choses normales quand on est en train d'écouter quelque chose. Stop, au revoir, et on continue. Après, ça c'est le début, c'est vraiment la base de la lecture d'un livre audio. On peut rajouter tous les dialogues qu'on veut à partir de là. Typiquement, il y aura sans doute du côté des organisations du type l'AVH, un chatbot qui donnera des informations sur l'AVH. Enfin, ça sera amplifié par de l'information, on va dire, plus classique. Mais ça, à la limite, c'est plus facile. La partie la plus délicate, c'est de plugger sur ces machines-là un flux audio qui vient de l'extérieur. J'ai deux questions. Une très stupide, mais elle me taraude un peu. Donc, il va y avoir des systèmes de text-to-speech attachés au livre et d'autres attachés aux liseuses, si j'ai bien compris. Si un éditeur a un programme avec un text-to-speech, genre Monsieur Acapella, et qu'il veut lire sur une liseuse Vivlio, quelle voix il va entendre? Ça, c'est ma question stupide. Mon autre question, c'est, on a beaucoup parlé d'audio, de text-to-speech, mais dans la directive accessibilité, il y a aussi les gens qui n'ont pas la capacité d'utiliser une liseuse, d'avoir d'une manière tactile et qui peuvent seulement le faire avec leurs yeux. Donc ça, c'est quelque chose que vous envisagez pour vos liseuses ou c'est vraiment de l'ordre du très, très spécialisé? Pour répondre à la deuxième question en premier, je pense effectivement pas pour nos liseuses. Je pense que le support qui sera le plus adapté pour ça, c'est on a un lecteur en ligne sur ordinateur. Et donc effectivement, je pense qu'avec cette technologie-là, pour l'avoir déjà vu fonctionner, vous pouvez très bien aller sélectionner votre livre et cliquer sur lire. Une fois que le text-to-speech sera en place sur le lecteur en ligne, ça pourra complètement se déclencher comme ça. Donc pour moi, ce n'est pas trop du sujet de la liseuse, c'est plus du sujet soit effectivement du lecteur sur ordinateur, voire de l'appli mobile. Même si pour l'instant on ne l'a pas encore envisagé pour l'appli mobile. Et ensuite pour la question entre actuellement les liseuses elles gèrent le text-to-speech qui est dans la liseuse, néanmoins elles gèrent aussi, certains modèles gèrent aussi les fichiers audio, donc on peut très bien imaginer que ce soit géré comme un fichier audio et qu'on le déclenche comme un fichier audio avec la voix d'Acapella par exemple. Ouais, peut-être pour préciser. Je vais rajouter juste quelque chose à ta question. Il y a des cas, en effet, où l'audio est dans le livre parce que c'est un livre qui contient, alors technologiquement on appelle ça les media overlays, les EPUB media overlays, donc c'est un livre texte synchronisé avec de l'audio. L'audio peut être voix humaine ou pourquoi pas synthétique, mais ça c'est pas important, c'est de l'audio enregistré qui est dans le même paquet. Et dans ce cas-là, en tout cas, dans notre application antérieure, on a choisi de mettre un seul bouton audio. Si on se trouve face à un livre avec des media overlays, c'est la voix du livre qu'on entend. Sinon, c'est la voix du text-to-speech qu'on va entendre. Mais c'est le même bouton. Donc c'est une priorité à la voix du livre. Et peut-être pour préciser que d'un point de vue éditeur, on en a quand même, enfin en tout cas je parle pour nos catalogues, très peu des ouvrages qui incluent vraiment que ce soit une version audio ou du text-to-speech qui serait embarqué, simplement parce que ça fait des fichiers avec un poids énorme et qui ne sont pas forcément non plus distribués très largement sur les différents canaux de vente. Donc je dirais que c'est quand même, de ma perception du sujet, c'est quand même relativement peu développé aujourd'hui en France. Ouais.
pour les éditeurs français. Peut-être que tu as des infos sur d'autres. On dit assez souvent que dans notre milieu, c'est peu étendu, mais en Amérique, c'est en train de s'étendre à vitesse grand V. Donc Juste pour compléter, par rapport donc à ce que vous mentionnez, le fait qu'il peut y avoir du handicap lourd. Donc là, on parle de système eyes tracking, donc c'est avec les yeux qu'on manipule, commande oculaire, qu'on manipule l'écran. Ça, c'est pour information. Maintenant, Acapella Group fait partie d'un groupe plus important qui s'appelle Tobii Dynavox, et Tobii Tech est spécialisé dans l'eyes tracking. Donc potentiellement, c'est aussi une piste qu'on va explorer de voir l'handicap au sens large, pas que la basse vision ou la cécité, mais de voir l'handicap lourd ou autre. C'est un petit peu ce principe-là. Donc on peut interconnecter plein de choses via plein de diagnostics comme la SLA et autres. On peut imaginer beaucoup de choses, mais donc on connaît le problème. On ne va pas y répondre du jour au lendemain, mais on travaille sur ces pistes-là, et donc effectivement, on a la capacité de le faire. Maintenant, il faut le réaliser. Sauf si vous avez des questions, je pense qu'on va conclure là. Merci beaucoup Alexandra, merci Nicolas et Laurent. Et merci à tous pour votre attention.